James. Je suis enceinte. Tout au long de l'histoire, ces mots ont suscité diverses réactions chez les hommes. Dans mon cas, la joie attendue d'une paternité imminente n'a pas été ma réponse. Ayant subi une vasectomie après la naissance de nos jumeaux il y a 20 ans, les lourdes implications de la grossesse de ma femme ont surgi dans mon esprit. En voyant ses valises près du canapé, j'ai pensé qu'elle était prête à partir. Je suis resté là, abasourdi, incapable d'articuler un seul mot. Je ne voulais pas faire de mal. Arrêtez. J'ai besoin de temps pour digérer tout ça, les jeux interrompus. Je suis désolé, Jim, c'est juste que... Ça suffit. Je ne veux pas l'entendre. Mais Jim, nous avons eu plus de 20 ans. Cette fois, je me suis approché d'elle et, à quelques centimètres de son visage, j'ai déclaré, je n'ai jamais levé la main sur toi, mais je te jure que je le ferai si tu dis un mot de plus. Elle a acquiescé au milieu des larmes qui coulaient sur son visage. Me décidant enfin, je m'écriai, pars, traîtresse. Par avant que je ne fasse une bêtise. Alors que Leslie se débattait avec ses lourdes valises, un appel à l'aide se reflétait dans ses yeux. J'ai cédé, j'ai ouvert la porte et j'ai jeté ses affaires à l'extérieur. Lorsqu'elle a voulu partir, je l'ai saisie par le bras. L'espoir a brièvement brillé dans ses yeux, mais je me suis contenté de lui arracher son sac à main et de récupérer ses clés. En jetant le reste de ses clés vers sa voiture, je l'ai poussé dehors et j'ai claqué la portière. C'est alors, et seulement alors, que j'ai commencé à pleurer, pleurant l'éclatement de mon cœur. Après m'être calmé, j'ai appelé les filles, les trouvant toutes les deux en train de se préparer pour un dîner. Holly, répondant à l'appel, a demandé à parler plus tard en raison de leur projet. Contenant ma colère contre leur mère, j'ai annoncé la nouvelle. Votre mère est enceinte d'un autre homme. Je divorce. Elle ne vit plus ici. Passez une bonne soirée. J'ai raccroché et éteint mon téléphone. À ce moment-là, ma seule préoccupation était de savoir où je pourrais noyer mon chagrin. La maison me semblait la solution la plus sûre pour éviter l'embarras public, mais je me demandais si je pouvais trouver quelqu'un à qui parler pour me réconforter. J'ai opté pour le magasin d'alcool, mais j'ai rencontré une longue file d'attente au drive-thru, retardée principalement par l'encaissement des chèques. Alors que j'attendais impatiemment, j'ai remarqué le vieux Charlie, appuyé contre le côté du bâtiment, une silhouette fatiguée. Le vieux Charlie incarnait l'identité de la ville. Les jours de sobriété, il parcourait les rues avec sa tondeuse et son bidon d'essence, offrant des services de tonte de pelouse aux particuliers et aux entreprises, tout cela pour gagner de l'argent pour son plaisir préféré, l'alcool. Sa routine comprenait plusieurs jours de travail pour financer son approvisionnement en alcool, suivi du cycle de marche et de tonte. Aujourd'hui, il semble que Charlie soit à peine sorti du magasin d'alcool qu'il s'installe à côté de sa tondeuse, buvant une gorgée de whisky de mauvaise qualité et poussant un soupir de satisfaction. M'apercevant, il me fit un sourire et un signe de la main, auquel je répondis par un geste réciproque. Je me suis alors rendu compte que cela pourrait être ma trajectoire, même si je devais recourir à un bourbon plus cher pour faire face à mes problèmes. Je suis rentré chez moi, préférant le café à l'alcool. En quête de réconfort, je me suis tourné vers l'écriture, espérant qu'elle me servirait d'exutoire thérapeutique. J'ai déversé mes émotions dans la rédaction des discours que je pourrais prononcer à Leslie, des excuses potentielles à mes filles, des récits pour mes collègues et mes connaissances, et des considérations pour la procédure de divorce. La mère de Leslie figurait sur la liste des personnes à contacter en priorité. Pourquoi elle? Sarah Crandall était devenue une mère de substitution pour moi, surtout depuis que ma propre mère était décédée d'un cancer du sein. Bonjour. Et, Sarah, c'est Jim. Jim, je viens de l'apprendre. Je suis vraiment désolé. Je n'arrive pas à croire qu'elle vous ait fait ça, à toi et aux jumeaux. Tu es sûr qu'elle est enceinte? C'est elle qui me l'a dit, et ce n'est pas un poisson d'avril. Bonté divine. Comment tenez-vous le coup? Pas trop bien, merci. Est-ce que Leslie t'a contacté? Non. Je suppose qu'elle n'a pas le courage d'appeler. Les filles m'ont téléphoné et m'ont demandé ce que je savais. Je leur ai dit qu'elle n'avait pas pris contact. J'ai essayé d'appeler ma fille, mais il semble qu'elle évite mes appels. Les filles ont mentionné qu'après avoir révélé sa grossesse avec l'enfant d'un autre homme, vous lui avez demandé de partir. Est-ce exact, ma chère? Elle était prête à partir bien avant qu'elle ne me lâche cette bombe. J'ai simplement accéléré son départ, peut-être plus brusquement qu'elle ne l'avait prévu. La politesse n'a peut-être pas été mon point fort. Je ne sais pas trop comment traiter avec élégance les conjoints infidèles. Je lui dirai certainement ce que j'en pense quand j'en aurai l'occasion. Pour l'instant, je m'inquiète pour toi et les filles. Est-ce que ça va aller? N'oublie pas que ce n'est pas parce que ma fille t'a trahi que les filles doivent souffrir de ta réaction. Elles t'aiment toujours et ont besoin de toi. Je vous remercie. Je pense que nous nous préparons tous à une route difficile. Quel est votre plan? J'ai l'intention de faire preuve d'une clémence à la Gengis Khan. Lundi, à l'aube, j'ai appelé l'avocat auquel nous avions déjà fait appel pour un procès civil.
J'ai exprimé mon désir d'avoir l'avocat le plus agressif possible pour le divorce. Il m'a rapidement recommandé Kinsey Winsett. Réputée pour émasculer les maris infidèles, elle aimait aussi démanteler les femmes infidèles. Je l'ai contactée et sa secrétaire m'a demandé des honoraires de 1 000 $ pour une première consultation. Au départ, je me suis dit, bon sang, c'est cher. Puis je me suis rendu compte que c'était précisément le type d'avocat que je recherchais. J'ai accepté et j'ai convenu d'un rendez-vous plus tard dans la journée, à 13h. À 13h15, je me suis retrouvé dans le bureau de Madame Winsett. Elle s'est levée pour m'accueillir et m'a tendu la main. Monsieur DeLong, c'est un plaisir, même si j'imagine que votre situation actuelle n'est pas aussi agréable. James, s'il vous plaît. Madame Winsett s'est abstenue de donner son prénom. Vêtue comme un mannequin de défilé de mode, Madame Winsett a affiché une attitude professionnelle dès qu'elle a commencé à parler. Malgré son professionnalisme, j'ai eu du mal à me concentrer au début. J'ai raconté mon histoire avec un minimum de colère. Nous avons décidé de rédiger 2 pétitions, en fonction de la réponse de Leslie à la première. En outre, je lui ai demandé de préparer une action en justice pour interférence avec le mariage, contre l'amant de Leslie dès que j'aurais obtenu son nom et ses coordonnées. Les documents devaient être signifiés sur son lieu de travail le lendemain matin. Bien que je sois sur le point de perdre 5 000 $, je me suis senti enrichi sur le plan émotionnel. J'ai considéré qu'il s'agissait d'un investissement rentable. Toute la scène a été filmée pour moi. 2 femmes impeccablement vêtues, moins susceptibles d'être éjectées, sont entrées dans le couloir du lieu de travail de Leslie en proclamant haut et fort « Nous cherchons à signifier une demande de divorce à Leslie DeLong pour avoir commis un adultère ayant entraîné une grossesse par un homme autre que son mari. Si quelqu'un ici peut fournir des détails sur l'identité de l'homme, nous récompenserons 100 $. Au moment où l'un des serveurs reçoit une note d'un membre du bureau, Leslie sort précipitamment de son bureau. Qu'est-ce qui se passe? Êtes-vous Leslie DeLong, épouse de James DeLong? Oui. Eh bien, vous ne resterez probablement plus une DeLong très longtemps. Vous avez reçu des papiers de divorce pour cause d'adultère. Nous allons bientôt envoyer un avis d'interférence avec le mariage à votre petite amie. Ils s'éloignent au milieu d'une foule de badauds, un spectacle gravé dans leur mémoire. Leslie. Leslie s'approche de la secrétaire qui a transmis la note au serveur. Qu'avez-vous donné à cette femme? Je lui ai donné le nom et le numéro de bureau de Cameron, votre associé. Et qu'est-ce qui vous fait penser que Cameron et moi sommes impliqués? À part le fait qu'il se soit vanté auprès d'autres personnes de t'avoir fécondé? Vous mentez. Il ne ferait pas ça. On pourrait penser que vous connaissez mieux le père de votre enfant. Il l'a dit. Demandez aux gens du Hogan's Bar and Grill. Désemparé, je me suis retiré dans mon bureau pour pleurer. Puis j'ai composé le numéro de Cameron. Ignorant sa remarque sur la vantardise, j'ai déversé ma détresse. Cameron, James vient de me signifier les papiers du divorce. Les larmes ont coulé à nouveau. Et, calme-toi. Nous nous y attendions. Ce n'est pas grave. En fait, nous pouvons commencer à organiser notre mariage dès que tu seras libéré de ce loser. Quelles sont ces conditions pour un arrangement? Tu penses qu'il sera difficile pour les négociations du divorce? Je ne sais pas. Je n'ai pas lu la requête. Ils ont dit qu'ils vous poursuivaient pour interférence dans le mariage. Ce n'est pas comme l'aliénation d'affection? Ne vous inquiétez pas. Il laissera probablement tomber si vous menacez de l'accuser de sévices graves. Vous pourrez toujours jouer cette carte s'il envisage sérieusement de me poursuivre en justice. Maintenant, dis-moi ce que ça dit. C'est simple. Nous partageons nos comptes, pas de pension alimentaire, et nous subvenons tous les 2 aux besoins des filles jusqu'à l'université. Il achète ma moitié de la maison à moins que je ne veuille acheter la sienne ou que nous la vendions. C'est de la merde. Tu peux obtenir plus. Nous devrions appeler l'avocat que j'ai mentionné. Attends, il y a une note. Signez ces papiers rapidement ou je réviserai ma requête en quelque chose de pire. Cameron, je crois qu'on l'a rendu encore plus furieux. Je devrais peut-être la signer maintenant. Nous n'avons pas besoin d'argent, et se battre pourrait retarder notre mariage avant l'arrivée du bébé. Je me fiche qu'il soit en colère ou non. Nous devons obtenir ce qui vous revient de droit, et non pas accepter ce qu'il nous offre. Décidé à prendre contact avec Jim et à essayer d'arranger les choses, j'ai tenté à plusieurs reprises de le joindre, en lui laissant des messages dans lesquels je lui disais que je voulais m'expliquer. Étonnamment, il a répondu cette fois-ci, alors qu'il ne l'avait pas fait auparavant. Eh bien, comment va la future maman aujourd'hui? Bien, merci. Je suis content de voir que tu as des manières plus polies aujourd'hui. Et, je suis sur le point de larguer une salope infidèle. Qu'est-ce qui pourrait améliorer ma vie? Je vais ignorer cette insulte. J'ai reçu votre pétition ce matin devant tout le monde à l'étage. Oh bien, j'espère que la vidéo s'est bien passée. Tu l'as fait filmer? Bien sûr, je commence une nouvelle collection de souvenirs de toi depuis que je me suis débarrassé de tous les anciens. Qu'est-ce que tu veux dire par se débarrasser des souvenirs de moi? Tu ne peux pas vouloir dire que tu as déjà oublié notre mariage et notre vie commune. Oh,
Je me souviens très bien de notre mariage honteux et de la fête surprise que tu m'as organisée récemment. Ce à quoi je fais référence, ce sont ces choses que l'on appelle des photos. Comme l'album de mariage et les albums de photos avec toi dans certaines des photos que nous avons prises lors de notre lune de miel, et puis il y a celles de nous prises lors d'occasions spéciales avec nos enfants. Vous ne les avez certainement pas jetées, n'est-ce pas? Mon Dieu, non. Je n'oserais pas les jeter. Ce ne serait pas écologique. Ils sont partis en fumée. C'est le meilleur feu que j'ai jamais eu dans le foyer. Le seul problème, c'est que la fumée des photos a donné un mauvais goût au s'more. Je ne vois pas où est le problème. Je peux utiliser les cendres comme engrais puisque tu as transformé ma vie en merde. Tu te fichais de notre mariage, alors pourquoi ces photos ont-elles de l'importance? De toute façon, ce n'est pas ma faute. Comme tu n'as pas pris les albums avec toi, j'ai supposé que tu n'en voulais pas. Espèce de salaud. Et toutes mes autres affaires, comme mes vêtements. Ils m'ont valu une très belle déduction fiscale de la part de Goodwill. J'ai considéré cela comme un cadeau d'adieu de ta part. James, je ne jouerai pas à tes jeux d'enfant. Je t'ai juste appelé pour te dire que nous n'allions pas accepter ta proposition. Je mérite beaucoup plus pour t'avoir supporté toutes ces années. Non, tu ne le mérites pas. Je ne pense pas que tu veuilles obtenir ce que tu mérites vraiment. Tu m'as montré que notre mariage était une farce depuis le début. Toutes nos discussions sur l'avenir que nous allions passer ensemble ne signifiaient rien pour toi une fois les enfants partis. De toute évidence, tout ce qui t'importait, c'était ce que tu voulais pour toi-même. Je me demande cependant si Cameron était le seul choix possible pour le père. Quoi qu'il en soit, avez-vous reçu ma note avec la pétition? Oui, j'ai reçu votre menace. Oh, ce n'était pas une menace. C'était une promesse. Je vais vous dire, Cameron, et vous pouvez déchirer la pétition que vous avez reçue parce qu'après cet appel, je vous en enverrai une nouvelle demain. Je pense que vous l'apprécierez encore plus que la première. Au revoir. La conversation avec les jumelles. Les filles, je voulais m'excuser d'avoir été si court avec vous l'autre jour, mais vous pouvez deviner pourquoi je n'étais pas de bonne humeur. Tu n'avais aucune raison d'être en colère contre nous, papa. Tu devrais t'excuser. Nous ne t'avons pas trompé, c'est maman qui l'a fait. Nous avions du mal à croire qu'elle puisse faire une chose pareille, alors nous l'avons appelée. Elle nous a expliqué pourquoi elle avait fait ce qu'elle avait fait et qu'elle était tombée enceinte accidentellement. Nous lui avons dit que nous comprenions, mais qu'elle n'était toujours pas juste envers vous. Nous lui avons dit à quel point nous étions fâchés contre elle et Cameron. Comment vas-tu? J'ai du mal à être aussi nonchalante que vous le semblez tous les deux. Je pensais que vous seriez plus furieux contre elle. La femme qui vous a enseigné votre morale sur la façon de traiter les gens que vous aimez, est tombée enceinte d'un amant et a détruit notre famille par la même occasion? Je n'en sais rien. On dirait que je suis le seul à être détruit. Écoute, papa. C'est comme ça. On ne peut pas la faire tomber enceinte. Et elle est notre mère et le restera pour toujours. Contrairement à toi, nous allons devoir nous entendre avec Cameron et notre nouveau demi-frère ou demi-sœur après sa naissance. Tu as raison. Je vais te dire. Je vais vous faciliter la tâche à tous les deux dans votre désir d'apaiser deux parents divorcés à l'avenir. Ne vous inquiétez pas de m'inviter à des réunions avec vous deux, que votre mère soit présente ou non. Vous êtes des adultes légalement compétents. Puisque vous n'avez manifestement plus besoin de moi et que vous ne semblez plus particulièrement me vouloir, je vous dirai simplement au revoir. Papa, ne sois pas comme ça. Papa? Il a raccroché. En ce qui concerne Leslie. Le lendemain, la nouvelle demande de divorce lui est signifiée avec moins de cérémonie. Leslie sanglote en lisant les nouvelles dispositions. Leslie ne recevra rien d'autre que ce avec quoi elle a quitté la maison et les fonds qui se trouvent sur son compte bancaire personnel. Sa voiture, à son nom et entièrement payée, resterait la sienne. Leslie est confrontée à une série de choix difficiles. Soit il rachète sa part de la maison, soit il la vend en lui donnant la moitié du produit de la vente. Il a l'intention de vendre à un prix couvrant le solde du prêt et les frais de clôture. En outre, il exigeait la moitié de leurs biens communs et des fonds destinés à l'éducation des jumeaux. L'aide financière accordée aux jumeaux a été supprimée. Leslie devait payer la moitié du coût de l'éducation des filles pendant 18 ans, à moins qu'elle ne prouve la paternité par des rapports ADN. Une pénalité financière de $1000 pour chaque cas d'infidélité pendant son mariage avec James a été imposée, avec un plafond de $1 million. Le plafond du paiement serait de $1 million. Dans une note, James l'a exhorté à signer rapidement la pétition initiale, à moins qu'elle ne souhaite retarder le mariage avec le père de son enfant. Avant d'agir, Cameron a révélé que l'action en justice lui avait été signifiée, ce qui lui avait causé de l'embarras au bureau et une mise à l'épreuve. Il craint que les frais de justice ne s'accumulent et déplore l'entêtement de James. Comprenant les troubles causés, Leslie a décidé de signer la pétition originale, privilégiant un nouveau départ avec Cameron et leur enfant. Elle espérait que James abandonnerait les poursuites contre Cameron, et l'a fait savoir par le biais de la pétition signée à l'avocat de James, qui s'est engagé à demander à James d'envisager d'abandonner les poursuites, tout en étant prêt à agir s'il insistait.
Le mariage. Après avoir réglé leur divorce, Leslie et Cameron ont organisé leur mariage à la hâte. James, qui n'était pas invité, l'a appris par ses filles. Elles lui ont tendu la main, craignant qu'il ne soit contrarié. « Papa, nous serons en ville pour le mariage de maman. Pouvons-nous te rendre visite ? Nous ne voulons pas que tu sois fâché. Bien sûr, fais-moi savoir quand tu seras là. » Et Jim a effectivement prévu quelque chose. Le mariage se déroule sans encombre jusqu'à ce que Jim provoque une scène. Il est entré avec une femme habillée de façon provocante, Tiffany, et a fait une entrée remarquée là où se tenaient Leslie et Cameron. Leslie s'emporte, James, c'est honteux et embarrassant pour nos filles. Je ne vois pas où est le problème. Leslie, je te présente ma cavalière du jour, Tiffany. Tiffany a ajouté, appelle-moi comme tu veux, chérie. Et c'est la femme qui t'a fait cocu. Oui, en effet. Jim continue de provoquer, elle t'a fait une faveur en partant. Leslie, livide, accuse Jim d'avoir amené à son mariage une personne ramassée dans la rue. Faux, elle était clairement sur le trottoir avec ses amis quand je l'ai trouvée, rétorque Jim, provoquant la frustration. Ça suffit, partez, demande Leslie. Attendez, j'ai une question cruciale. Jim se tourne vers Leslie, peux-tu faire la différence entre une ligne croissante et décroissante ? La salle se tait. Quel genre de question est-ce ? C'est une question d'astrophysique. Manifestement, vous ne le savez pas. Jim fait alors un geste grossier, demandant si sa lune est croissante ou décroissante. La foule a réagi avec dégoût et certains ont quitté les lieux. Cameron s'est déchaîné sur James, et Tiffany a filmé l'altercation. La vidéo n'a pas capturé l'incident, mais a révélé que James n'a pas initié la bagarre ni riposté à l'agression de Cameron. La situation s'est envenimée, attirant à la fois les ambulances et la police. Ce chaos a contraint Leslie et Cameron à retarder leur lune de miel, car James a porté plainte pour coups et blessures contre Cameron, empêchant ce dernier de quitter le pays avant le procès. La plupart de leurs dépôts non remboursables pour les chambres et les billets d'avion ont aggravé leur situation. Pendant ce temps, James, malgré la douleur, est sur le point d'être interné dans un service psychiatrique en raison de ses rires incessants. Ses filles lui rendent visite à l'hôpital, essayant d'être sérieuses mais succombant elles-mêmes au rire. Alors, c'était ça ton plan pour nous pendant que nous étions ici ? À peu près. Promettez-nous de ne pas nous luncher à nos mariages. Désolé, je ne promets rien. L'accouchement. À 41 ans, Leslie a dû faire face à des problèmes de grossesse qui allaient au-delà des difficultés habituelles liées à l'accouchement prématuré de jumeaux dont le poids à la naissance était faible. C'est à cause de ces problèmes d'accouchement qu'elle avait demandé à James de subir une vasectomie. Bien qu'elle soit en bonne forme physique pour son âge, cet accouchement a posé des problèmes encore plus importants. Un repos extrême au lit lui a été prescrit pour les derniers mois, mais les problèmes ne se limitaient pas au domaine physique. Peu après avoir épousé Cameron, Leslie a découvert qu'elle portait un bébé atteint du syndrome de Down. Cameron, en colère et désireux de détourner la responsabilité, s'est opposé à Leslie au sujet de la grossesse, insistant pour qu'elle se fasse avorter. Elle a refusé, ce qui a conduit Cameron à demander le divorce et à partir pour un nouveau travail dans une autre ville. Fraîchement divorcée de James, Leslie s'est retrouvée empêtrée dans un autre divorce. Pendant les derniers mois de sa vie solitaire, la mère de Leslie et les jumeaux étaient présents à l'hôpital pour l'accouchement. Cette nuit-là, James reçoit un appel frénétique de Holly. « Papa, viens vite à l'hôpital. »« Qu'est-ce qui ne va pas, Holly ?»« C'est maman. Elle a réagi à son injection et a fait une attaque pendant la césarienne. Les médecins essaient de la sauver, elle et le bébé. S'il vous plaît, grand-mère Sarah, Barbara et moi avons besoin de vous. » Il y a quelques instants, James n'aurait pas envisagé d'y aller, mais maintenant, il ne pouvait pas se précipiter assez vite. 6 mois plus tard, Leslie est allongée dans son lit d'hôpital lorsqu'une femme médecin entre dans la chambre. « Docteur, je crois qu'elle sort du coma, » annonce-t-elle. « Leslie, tu m'entends ? Serre ma main si tu peux. C'est bien. Peux-tu cligner des yeux ? Oui, c'est bien. N'essayez pas de parler maintenant. Ta gorge sera trop sèche. Allons vous chercher des glaçons. » Il fallut un moment à Leslie pour retrouver ses repères. Elle porta instinctivement la main à son ventre, qui n'était plus gonflé. « Mon bébé. Où est mon bébé ?» s'exclame-t-elle. Le bébé est en sécurité. Beaucoup de choses ont changé pendant que vous étiez dans le coma. Nous avons contacté votre mère et elle est en route. Elle pourra vous expliquer davantage. Essayez de ne pas parler. Cela pourrait vous fatiguer, conseille l'infirmière. Ne voulant pas être réduite au silence, Leslie persiste, la voix rauque. « Je veux voir mon bébé. Il n'est pas là pour le moment. Vous devez attendre l'arrivée de votre mère. Elle clarifiera tout. Je ne comprends pas. Pourquoi mon bébé n'est-il pas avec moi ? Reposez votre voix, et je vais vous expliquer ce qui s'est passé médicalement. Lors de l'anesthésie, vous avez eu une réaction allergique sévère. Curieusement, vous n'en avez pas eu lors de votre première grossesse.
Cette réaction a entraîné un accident vasculaire cérébral qui a provoqué votre coma. Vous êtes inconsciente depuis près de 6 mois. 6 mois? Oui. Franchement, on craignait que vous ne vous réveilliez jamais. Entre-temps, votre fils est né par césarienne et avait une jaunisse, mais il était en bonne santé. Votre mère, votre fille et votre mari l'ont ramené à la maison une fois qu'il est sorti de l'unité de soins intensifs néonatale. Mon mari est venu? Vous voulez dire Cameron? Non. Ils l'ont appelé James. Mon ex-mari est venu? Leslie, vous êtes trop agité. Reposez-vous jusqu'à l'arrivée de votre mère. Essayez de vous détendre. Il fallut attendre un bon moment avant que quelqu'un arrive, et ce n'était pas Sarah, la mère de Leslie, mais ses jumeaux. Où est ta grand-mère? Elle va bien? Elle nous a contactés. Elle pensait que vous prendriez mieux la nouvelle d'Evan de notre part. Quelle nouvelle? Qu'est-il arrivé à mon fils? Il ne va pas bien? Evan va bien, maman. Ne t'inquiète pas. Dites-moi ce qui s'est passé avant que je ne fasse une autre attaque. Après votre attaque et votre coma, les médecins ont mis Evan au monde et ont commencé à vous soigner. Au bout de quelques semaines, alors que tu étais toujours inconsciente, il a fallu prendre des décisions concernant la prise en charge d'Evan. Aucun d'entre nous ne voulait qu'il soit placé dans une famille d'accueil. Grand-mère est allée au tribunal et a obtenu la tutelle légale pour toi. En ton nom, elle a inscrit papa comme père d'Evan sur l'acte de naissance et toi comme mère. James? Pourquoi diable voudrait-il être inscrit comme le père du fils de Cameron? Avant tout, il voulait s'assurer qu'Evan soit pris en charge par des personnes qu'il aimait vraiment. Il avait les moyens financiers de s'en occuper. En étant inscrit sur la liste des pères, Evan pouvait être couvert par l'assurance maladie de son père. Mais ce n'était pas la seule raison. Cela peut paraître incroyable, maman, mais il y a eu un lien instantané entre Evan et papa. Dès le début, Evan pleurait si quelqu'un d'autre que papa le prenait dans ses bras. Papa a assumé le rôle de mère et de père pour lui. Nous sommes surpris qu'il n'ait pas essayé de l'allaiter, disent les jumelles en riant nerveusement. Les filles, il n'y a pas de quoi rire. Êtes-vous en train de me dire que James a la garde de mon fils? Oui, mais ce n'est pas tout. Il y a quelque chose d'autre que nous devons vous dire, hésitent les jumelles, l'air inquiet. Qu'est-ce que c'est? Evan a une nouvelle mère maintenant. Quoi? Les moniteurs de Leslie se mettent à hurler et les infirmières se précipitent pour lui administrer des tranquillisants afin de la calmer. Maintenant, dites-moi comment mon fils peut avoir une autre mère que moi. Il y a environ un mois, grand-mère a autorisé la nouvelle femme de papa, Jill, à adopter Evan. Papa avait déjà convaincu Cameron de renoncer à ses droits et d'accepter son adoption. Cameron était impatient d'être libéré de 18 ans de pension alimentaire. Mais il n'a pas bien pris le fait que papa lui ait cassé le nez. James s'est remarié? Et lui et sa nouvelle femme ont adopté mon fils? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Les larmes coulent sur le visage de Leslie. Maman, le plus important, c'est que tu sois réveillée et que tout aille bien. Notre petit frère va bien. Non, le plus important, c'est que mon fils n'est plus sa mère. Comment avez-vous pu laisser cela m'arriver? Maman, tu étais dans le coma. Nous ne savions pas si tu te rétablirais. Nous avons pris la meilleure décision pour Evan à ce moment-là. Tu ne vois pas ça? Tout ce que je vois, c'est une bande de traîtres qui ont aidé mon ex-mari à me prendre mon bébé. Sortez de ma chambre. James. C'est une bonne nouvelle, les filles. Votre mère est sortie du coma. Comment va-t-elle? Elle est surtout en colère contre nous tous. Elle nous a accusés de vous avoir aidé à prendre son bébé. Elle ne veut plus nous parler maintenant. Grand-mère Sarah a dit que maman ne la laissait pas la voir non plus. Dans son esprit, nous sommes tous des traîtres. Nous ne savons pas quoi faire pour lui faire comprendre que nous avons fait ce que nous pensions être le mieux. Elle doit encore réagir au fait d'être dans le coma. Laissons-lui le temps de se calmer. Je vais appeler Sarah pour qu'elle prenne de ses nouvelles. Bonjour. Sarah, c'est Jim. Les jumeaux viennent de m'appeler au sujet de Leslie. Oh, Jim. Elle me déchire le cœur avec toutes ces accusations de vol de son enfant. J'essayais de faire ce qu'il y avait de mieux pour Evan, et maintenant. La voix de Sarah s'est brisée et elle s'est mise à pleurer. Sarah, ne t'en veux pas. Tu as fait ce qu'il fallait pour Evan compte tenu de la situation. Nous l'avons tous fait. Mais maintenant que Leslie est réveillée, elle est en colère contre nous. Elle pourrait être capable de défaire tout ce que nous avons fait, mais je me demande si elle est prête à s'occuper d'Evan. Dans combien de temps pourra-t-elle le récupérer? Il lui faudra du temps et quelques démarches juridiques. Vous avez toujours la tutelle d'Evan. Elle devra aller au tribunal pour retrouver ses droits. Entre-temps, elle aura probablement besoin d'une thérapie physique intensive pour retrouver ses forces. Mais ce qui me préoccupe le plus, c'est son état mental. Je peux vous dire que je ne l'autoriserai pas à s'occuper d'Evan si elle n'a pas l'air de pouvoir le faire sans le mettre accidentellement en danger. Gilles et moi devons discuter de l'impact que cela pourrait avoir sur Evan. Je suppose que nous devrions également consulter un avocat spécialisé dans le droit de la famille pour savoir ce que nous sommes légalement autorisés à faire. Leslie. Au moins,
J'ai été assez intelligente pour épouser quelqu'un qui avait beaucoup d'argent la deuxième fois. J'ai un appartement, une voiture et un avocat qui m'attendent dès que j'aurai repris le contrôle de mes muscles atrophiés. J'étais prête à aller directement au tribunal pour récupérer mon fils, mais il semble que je doive d'abord franchir des obstacles juridiques ridicules. Mon avocat dit que j'ai besoin d'évaluation d'un médecin, d'un psychologue et d'un travailleur social. Ensuite, je devrais faire face à un jury de 6 personnes pour prouver que je suis capable de gérer mes affaires maintenant. En attendant, c'est ma mère qui décide pour moi, comme si j'étais encore un jeune enfant. Elle peut même m'empêcher de voir mon enfant. Mon avocat m'a dit que je devrais peut-être fonder un foyer et montrer à l'assistante sociale que je suis capable de m'occuper d'un enfant en solo avant de m'attaquer à la légalité de son adoption, au cas où James se battrait pour en garder la garde. L'assurance maladie dont je bénéficiais par le biais de mon travail? Elle n'existe plus. Maintenant, je dois trouver des options coûteuses pour une couverture santé pour moi et Evan. Avec un peu de recul, l'ironie de ma situation me frappe de plein fouet. N'importe quelle mère adolescente droguée, sans emploi, sans conjoint et sans soutien peut quitter l'hôpital avec son bébé sans que personne ne lui demande si elle peut s'en sortir. Je me réveille d'un coma temporaire et soudain, je suis une extraterrestre venue d'une autre planète. Evan. J'ai mal au cœur en pensant à mon pauvre bébé. Il grandit en croyant qu'une autre femme est sa mère. J'ai déjà raté tant d'étapes de sa vie. L'idée de ne pas être avec lui me déchire. Je suis sa mère, bon sang. Personne d'autre. Chaque jour d'absence rendra plus difficile le fait qu'il croit que je suis sa mère quand je le retrouverai enfin. James. Je suppose que je ne devrais pas être trop furieuse que James soit devenu son père temporaire. Il a fait du bon travail avec les filles. Il a toujours été pondéré. J'espère qu'il sera raisonnable. Il a intérêt à être raisonnable avec moi, sinon. J'ai peut-être été trop en colère à cause de son implication dans cette affaire. Il faut que je l'appelle. Je suis sûr qu'on peut régler ça. Bonjour. James est-il disponible? Oui, qui est à l'appareil, s'il vous plaît? C'est Leslie. Et à qui ai-je l'honneur? Je suis Gilles, la femme de Jim. Cette déclaration m'a prise au dépourvu. Je ne m'attendais pas à ce que James passe à une autre femme aussi rapidement. Gilles poursuit, Leslie, nous sommes soulagés d'apprendre que tu es sorti du coma. Comment vous sentez-vous? Comment je me sens? Vous me demandez comment je vais? Comment pensez-vous que je vais? Vous volez les bébés, vous volez les maris. Leslie, je comprends que tu sois contrarié, mais je ne tolérerai pas ce ton. Calmez-vous, s'il vous plaît, ou je mets fin à l'appel. Appelez Jim tout de suite, vous? Bonjour. Merde, elle a raccroché. Bon sang. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Je me suis presque emporté contre elle. Je rends les choses plus difficiles qu'elles ne devraient l'être. Je dois m'excuser. Leslie compose plusieurs fois le numéro de James et Gilles, mais personne ne répond. Le répondeur décroche. D'une voix tremblante, Leslie laisse un message. Gilles, c'est encore Leslie. Je suis désolé d'avoir crié tout à l'heure. J'ai vraiment du mal en ce moment. S'il vous plaît, pardonnez-moi. C'est juste que vous avez, mon fils, et je? Son message se termine sur un fond de sanglots de Leslie. James. C'est une Gilles en larmes qui accueille James à la porte. James, Leslie a appelé. Elle était très hostile au début. J'ai fini par lui raccrocher au nez. Mais maintenant, elle a laissé des excuses sur le répondeur. Je pense qu'elle a des problèmes émotionnels. Je comprends qu'elle a probablement des raisons d'être bouleversée, mais compte tenu de tout ce que nous avons fait pour Evan, Gilles se met à pleurer et s'appuie sur l'épaule de James. James, nous espérions que Leslie se remettrait et retrouverait son fils, mais je me suis habitué à être sa mère. Nous l'avons traité comme s'il était l'un des nôtres. Il le fallait, pour que son développement ne souffre pas de l'incertitude de son avenir. Maintenant qu'elle pourrait le reprendre, lâcher prise sera difficile. Gilles, cela va être difficile pour nous tous. Surtout pour Leslie. Nous devrons absorber sa frustration pour minimiser la souffrance d'Evan pendant la transition. Je vais l'appeler et essayer de lui faire entendre raison. Leslie? James. Oh, James, je suis désolé pour ce que j'ai dit à votre femme. Mes émotions me submergent et je n'arrive pas à contrôler mes mots. Pouvons-nous parler, juste nous, et régler ça? Les filles ont dit beaucoup de bien de la façon dont vous vous êtes occupé d'Evan. Gilles et moi voulons te parler, calmement. Leslie, j'ai lu des choses sur les gens qui sortent du coma. Ton comportement avec nos filles, ta mère, et maintenant Gilles, n'est pas rare après s'être réveillé d'un coma comme tu l'as fait. Nous voulons tout ce qu'il y a de mieux pour Evan. Vous avez probablement fait face à des défis physiques et émotionnels. Avant d'envisager qu'Evan reste avec vous, nous vous suggérons de consulter un bon thérapeute pour mieux vous préparer. Qu'en pensez-vous? On dirait que vous essayez de m'éloigner de mon bébé, vous? C'est ça votre plan avec votre femme. Tenir mon bébé éloigné tant qu'il ne peut pas s'attacher à sa vraie mère. Collez la suggestion de votre thérapeute. Bonjour. Merde, j'ai encore raccroché. Tribunal des affaires familiales.
Après avoir recouvré ses droits devant le tribunal des tutelles, Leslie a intenté une action en justice visant à annuler les mesures d'adoption approuvées par sa mère alors qu'elle agissait en tant que tutrice et à obtenir qu'Evan lui soit rendu. James a répondu par une contre-attaque, demandant que Leslie soit soumise à une évaluation psychiatrique et à une évaluation du foyer afin de démontrer sa capacité en tant que mère célibataire avant d'annuler les mesures prises pendant que Leslie était dans le coma. Quoi qu'il en soit, les deux parties ont cherché à mettre en place un plan de transition convenu d'un commun accord afin de minimiser le traumatisme pour Evan. Leslie et son avocat sont arrivés les premiers, suivis par sa mère et Holly, l'une de ses filles jumelles, qui ont pris place derrière James et Jill. Leslie était furieuse, se sentant trahie par leurs actions. Lorsque James et Jill sont entrés, Leslie a observé Jill pour la première fois et a été surprise par son apparente différence d'âge avec James. Elle est apparue séduisante malgré son âge. Un jeune homme trisomique d'environ 25 ans les accompagne. Pourquoi est-il là? Où était Evan? Leslie soupçonne un acte criminel et s'agite de plus en plus. Lorsque tout le monde a pris place et que le juge a rappelé l'audience à l'ordre, elle s'est exclamée « Où est mon fils ?» Elle était convaincue qu'Evan serait présent et qu'elle pourrait le ramener chez elle une fois que le juge aurait statué en sa faveur. Le juge a aboyé « Maître, contrôlez votre client. » L'avocate de James, Madame Winsett, s'est interposée. « Votre honneur, mes clients craignent qu'Evan ne soit émotionnellement affecté par le drame personnel intense qui pourrait se dérouler aujourd'hui. Il est à proximité si votre honneur souhaite qu'il soit présent. À son âge, il n'est pas nécessaire qu'il soit impliqué dans cette procédure. Poursuivons. » L'avocat de Leslie commença sa déclaration d'ouverture. « Votre honneur, cette affaire est particulière et pourtant simple. Madame Crandall, qui préfère désormais son nom de jeune fille, attendait un enfant de son second mari lorsqu'une réaction allergique à un anesthésique a provoqué une attaque et un coma. Pendant son incapacité, sa mère a assumé la tutelle légale, mais selon ma cliente, elle a illégalement fait en sorte que le fils de Leslie, son petit-fils, soit adopté par l'ex-mari de Madame Crandall et sa nouvelle épouse. À son réveil, Madame Crandall a découvert que son ex-mari et son épouse n'étaient pas disposés à lui rendre immédiatement son fils, contrairement à ce qu'elle avait demandé. Nous demandons à la Cour de corriger cela aujourd'hui. » Madame Winsett a fait à son tour une déclaration liminaire. « Votre honneur, la position de mes clients est uniquement fondée sur l'intérêt supérieur de l'enfant, Evan. Idéalement, un enfant s'épanouit dans un environnement sûr, nourricier, avec une mère et une figure paternelle. Mes clients ne s'opposent pas à ce qu'Evan retourne auprès de sa mère, mais en raison des épreuves physiques et émotionnelles qu'elle a subies, une condition raisonnable doit être remplie, la mère doit démontrer qu'elle a surmonté les séquelles physiques et psychologiques du coma et prouver qu'elle peut offrir un foyer sûr et affectueux, semblable à celui qu'il a connu auprès de mes clients. Le tribunal devrait imposer cette condition et assurer une transition en douceur. » Lorsqu'elle a été appelée à témoigner, Leslie a été invitée à garder son sang-froid après son accès de colère qui avait inquiété son avocat. Elle a raconté son histoire. « J'ai eu ce que je considérais comme un mariage raisonnablement réussi avec mon premier mari pendant 20 ans. J'ai estimé que je devais rester avec lui jusqu'à ce que nos filles aillent à l'université, pour leur bien. Ce n'est qu'après leur départ que j'ai réalisé que j'attendais plus d'un mari que James ne voulait ou ne pouvait m'offrir. Je pensais avoir trouvé ce dont j'avais besoin auprès d'un autre homme. Nous nous sommes mariés après mon divorce d'avec James, et nous attendions bientôt un enfant. Lorsque mon second mari a appris que notre fils serait atteint du syndrome de Down, il m'a abandonné, ainsi que notre enfant. Bien que je n'ai pas de mari fonctionnel à la maison, je suis tout à fait capable d'offrir un foyer nourricier à mon enfant et à moi-même, à tous points de vue, financièrement et en termes d'éducation. Tout se passait bien pendant ma grossesse, avec un repos au lit adéquat. Pour autant que je sache, il n'y a eu aucun problème jusqu'à ce que le travail commence. Comme vous l'avez entendu, j'ai eu une réaction allergique, puis un accident vasculaire cérébral et, enfin, un coma. Je suis restée inconsciente, incapable de défendre mes droits ou d'exprimer mes souhaits pendant 6 mois, tandis que ma perfide famille profitait de la situation pour m'enlever mon bébé. La voix de Leslie se fait plus forte, les mots s'enchaînent rapidement. Au lieu d'attendre que je me rétablisse et que je reprenne la vie avec mon enfant, ils ont comploté ma disparition. Ils voulaient que je disparaisse. Pour ajouter l'insulte à l'injure, ils ont utilisé ma vulnérabilité pour comploter avec mon ex-mari malveillant afin de m'enlever mon fils. Tu m'entends, James? C'est mon fils. Le témoin s'adressera à la cour, pas à la partie adverse. Je m'excuse, votre honneur. Je vais essayer de rester calme. Comme je le disais, pour me priver de mon fils, James et sa soudaine épouse ont essayé de me faire passer pour un fou juste parce que je suis contrarié qu'ils me privent de mon fils. J'ai tout à fait le droit d'être contrarié. Chaque jour, mon fils subit l'influence de mon ex-vengeur et de sa compagne. Pourquoi ne serais-je pas en colère? Je ne suis pas une personne sans défense qui n'a pas les moyens de subvenir aux besoins de son enfant. J'ai un bon appartement,
une voiture avec un siège auto et suffisamment d'argent de mon divorce pour m'occuper de mon fils pendant des années sans avoir à travailler. Il n'y a aucune bonne raison pour que je ne puisse pas récupérer mon enfant aujourd'hui. Où est-il? Pourquoi n'est-il pas ici? Ils prétendent que c'est pour le protéger des mots durs, mais je dis que c'est parce qu'ils feront tout pour retarder nos retrouvailles, voire les empêcher complètement. Leslie fond en larmes et a besoin d'un moment pour se calmer avant que l'avocat de James puisse continuer. Madame Winsett prend la parole d'un ton posé et mesuré. Madame Crandall, soyez assurée que mes clients n'avaient que l'intérêt d'Evan à l'esprit. En quoi le fait de voler mon enfant est-il dans son intérêt? L'avocate de James change immédiatement d'approche. Ils ont volé votre enfant? Madame Crandall, êtes-vous ou non tombée enceinte d'Evan avant d'entamer la procédure de divorce avec votre ex-mari? Notre mariage était effectivement terminé, même si nous n'étions pas officiellement divorcés. Tomber enceinte d'un autre homme signifiait clairement que c'était fini pour vous. Objection. Retenue. Je m'excuse, votre honneur. Je ne m'étendrai pas sur les insuffisances de James en tant que mari et père. J'ai votre mère et vos filles comme témoins, non seulement de son éducation avec vos filles, mais aussi de ses soins et de ceux de sa femme actuelle pour Evan. Ce que je veux vous demander, c'est ceci. Il y a 20 ans, James vous a-t-il quitté lorsqu'il a découvert que vous attendiez des jumeaux? Non, ce n'est pas ce qui s'est passé. A-t-il eu un enfant avec une autre femme pendant que vous étiez mariés? Oh, oui, il a subi une vasectomie parce que vous ne vouliez plus d'enfants. Pourtant, vous êtes tombée enceinte à nouveau. Alors, avez-vous menti en disant que vous ne vouliez plus d'enfants? Non, je n'ai jamais menti. C'était un accident. Je n'avais pas prévu de tomber enceinte. Donc, vous n'aviez pas l'intention d'avoir Evan? Je veux dire que je n'avais pas prévu de tomber enceinte, mais une fois que c'est arrivé, je l'ai voulu. Je le veux toujours. Donc, vous ne vouliez pas d'un autre enfant avec votre mari depuis 20 ans, mais vous n'avez pas pris de précautions pour éviter un enfant avec votre nouveau partenaire. Comment cela s'est-il passé pour vous, Madame Crandall? Objection. Retenue. Pas besoin de remarques désobligeantes. Mes excuses, votre honneur. Passons à autre chose. Après le départ de votre second mari, parlons de votre coma. Saviez-vous que votre ex-mari, votre mère et vos filles priaient pour votre guérison? Saviez-vous que les services sociaux menaçaient de placer Evan dans une famille d'accueil? Au bout d'un mois, votre famille n'aurait-elle pas dû faire plus que prier? Qui s'est occupé d'Evan pendant cette période, le nourrissant, le baignant, l'aimant? Votre famille et les personnes engagées pour l'aider? Oui, ils l'ont fait, car non seulement vous étiez dans le coma, mais votre guérison était incertaine, n'est-ce pas? Vous posez trop de questions. Je n'ai su ce qui était arrivé à Evan qu'après mon réveil. C'est là que j'ai appris qu'on voulait m'enlever mon fils. Nous ferons venir des témoins pour expliquer la situation d'Evan pendant votre coma. Parlons de votre réveil. Étiez-vous immédiatement capable de vous occuper d'un nourrisson? Non, j'ai eu besoin d'une thérapie physique en raison d'une atrophie musculaire. Je l'ai maintenant, donc il n'y a aucune raison de ne pas me rendre mon enfant. Vous insinuez donc que personne n'aurait dû s'occuper d'Evan pendant votre coma et après, quand vous avez admis que vous ne pouviez pas vous en occuper vous-même? Bien sûr que quelqu'un aurait dû s'occuper de lui. Mais l'adopter n'était pas nécessaire pour s'en occuper. Ainsi, le fait que votre ex-mari ait adopté Evan pour bénéficier d'une couverture d'assurance maladie n'a pas eu d'importance. Bien qu'il figure sur l'acte de naissance, James est allé plus loin en s'assurant de l'adoption légale de sa femme et en obtenant le consentement du père biologique d'Evan pour garantir la poursuite des soins. Comprenez-vous les problèmes physiques typiques des enfants atteints du syndrome de Down, Madame Crandall? Savez-vous qu'Evan souffre d'une malformation cardiaque qui pourrait nécessiter une intervention chirurgicale? Étiez-vous au courant de son problème de déglutition, traité par un orthophoniste? J'apprécie que quelqu'un s'occupe de lui, mais cela aurait dû être temporaire jusqu'à ce que j'en sois capable. Je le suis maintenant. Donnez-moi mon bébé. Êtes-vous prêt à assumer les responsabilités d'un enfant à besoins spécifiques? Avez-vous été informé des éventuels effets psychologiques persistants de votre coma? Maudire ma cliente, Gilles Master, était-il une expression de gratitude pour avoir pris soin de votre fils? Vos menaces à l'égard de ceux qui se sont occupés d'Evan pendant votre incapacité, cela ressemble-t-il à quelqu'un capable de s'occuper d'un enfant handicapé mentalement et physiquement? Ils ont exagéré mes propos. J'ai été bouleversé quand ils ont éloigné mon bébé. Oui, ils ont éloigné un nourrisson de sa mère physiquement affaiblie et émotionnellement perturbée. Maître. Mes excuses, votre honneur. C'est tout? Sarah, les jumeaux, James et Gilles ont ensuite témoigné, affirmant tous avoir agi dans l'intérêt d'Evan en fonction de ses besoins pour une durée indéterminée. Ils espèrent que Leslie finira par s'occuper de son fils, mais soulignent qu'elle a besoin de conseils professionnels et éventuellement d'une évaluation par les services de l'enfance, tout cela pour le bien d'Evan. Le juge a rendu sa décision. Je pense que Madame Crandall bénéficierait d'un soutien psychologique, mais l'annulation de sa tutelle nécessite une évaluation complète de ses compétences. Désormais considérée comme légalement compétente,
toutes les mesures d'adoption antérieures sont nulles et non avenues. Evan lui sera rendu dès que possible. Le juge conclut la procédure d'un coup de marteau. Leslie pleure de joie, mais sa famille pleure de chagrin. Evan est amené. Barbara, qui veillait sur lui, l'amena à James. Je suis désolé, je ne peux pas le lui donner. James emmena Evan et ses affaires à Leslie. Elle s'est brusquement emparée de lui. Evan pleura, cherchant quelqu'un de familier. Il tendit la main vers l'homme qu'il connaissait comme son père. En larmes, James propose à Leslie de faciliter la transition pour Evan. Aux prises avec un Evan qui se tortille, Leslie s'en prend à James, puis prend son fils et s'en va. Au début, Evan était toujours à ses côtés, son berceau près de son lit. Leslie le couvrait d'amour, compensant ainsi leur manque de contact. Il a réagi en adoptant des comportements élémentaires de nourrisson, mais il a fallu du temps pour qu'il s'adapte à elle. Leslie s'est rendu compte qu'elle manquait d'informations cruciales sur les soins et les antécédents médicaux de l'enfant. Regrettant d'avoir agi si brusquement, elle a appelé James, souhaitant une conversation civile au sujet d'Evan. Il a accepté. Chez James, un jeune homme atteint du syndrome de Down, dû au tribunal, a ouvert la porte. Il s'est occupé de l'enfant avant de reconnaître Leslie. Et Evan, mon petit pote. Il se tourne vers elle et se présente. Bonjour, je suis Mark, et je n'apprécie pas ce que vous avez dit à propos de ma mère. La voix de Gilles résonne dans la cuisine. Mark, s'il te plaît, sois poli et laisse-la entrer. D'accord, mais je ne l'aime toujours pas. Gilles accueille Leslie dans le salon. Je t'en prie, entre, Leslie. Voulez-vous quelque chose à boire? Du café, du thé, du vin? Un café serait parfait. Un peu de lait et un peu d'édulcorant. Mark, peux-tu apporter le café et les condiments, s'il te plaît? Bien sûr, maman. Dès que Mark est revenu, Evan a essayé d'aller vers lui. Je peux jouer avec lui? Il a encore plein de jouets dans son ancienne chambre. Leslie se tourne vers Gilles et lui demande, c'est d'accord? Ne vous inquiétez pas. Ils s'en sortiront. D'accord. Evan rejoint Mark en riant et se dirige vers une chambre voisine. Alors, Gilles, Mark est-il votre fils? Est-ce qu'il vit ici avec vous et James? Non, il a son propre appartement. Il ne venait pas souvent nous voir à cause de son travail et de sa petite amie, mais depuis qu'Evan est arrivé, il est impatient d'aider à s'occuper de lui. Evan lui a beaucoup manqué. C'est le cas pour nous tous. Gilles se met à pleurer. Gilles se met à pleurer. Je n'avais pas prévu d'être émotive. Gilles, je te dois des excuses pour mon comportement ces derniers temps. Le fait d'avoir Evan avec moi m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses. Tout d'abord, James et toi avez fait un travail formidable en vous occupant de lui. J'ai été très perturbé par mes émotions après m'être réveillé du coma. J'ai dit des choses que je regrette profondément. Je tiens à vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour mon fils. Excuses acceptées. Nous voulions qu'Evan ait le meilleur foyer possible, mais plus le temps passait, plus il nous était difficile d'imaginer que vous le repreniez. Ça a été dur sans lui ici. Je suis contente que tu l'aies amené ce soir pour que nous puissions le voir. Nous avons emballé la plupart de ses affaires pour que tu les prennes, et n'hésite pas à te débarrasser de tout ce dont tu n'as pas besoin. Nous avons un peu exagéré en lui achetant des choses, et votre mère et vos filles aussi. J'espérais que nous pourrions parler des soins à apporter à Evan. Je pense que je peux apprendre beaucoup de choses de vous sur l'éducation d'un enfant atteint du syndrome de Down, et j'ai besoin de toutes les informations médicales que vous pouvez me fournir. Nous avons un dossier d'informations médicales à vous remettre. James a pensé qu'il valait mieux attendre que vous le demandiez. Vous sembliez certain de ne pas vouloir d'aide ou d'informations de notre part au palais de justice. James est entré. Désolé, tout le monde. J'ai dû travailler tard. Vous avez assez de café pour moi aussi? Je vais en remettre pendant que vous faites votre travail. Leslie, je peux vous apporter autre chose pendant que je suis debout? Non, merci. Je reviens tout de suite. Pendant que Leslie avait un moment pour elle, elle observa l'atmosphère chaleureuse de la maison. Elle avait l'impression d'être dans un espace familier aux enfants, un peu comme son appartement, qu'elle avait aménagé pour accueillir Evan. Il lui avait déjà donné quelques leçons sur la sécurité des enfants. James revint et demanda, « Qu'est-ce que j'ai manqué? » Pas grand-chose. Gilles et moi apprenions à nous connaître. Tu as amené Evan? Il est avec Mark. Ils ont sympathisé dès que nous sommes arrivés ici. Ils s'entendent bien. Mark est remarquable, il travaille chez Crochet, se débrouille bien, sauf pour la conduite et la gestion de l'argent. Il est fier de son indépendance. Je comprends pourquoi Gilles a été si utile avec Evan. Elle semble avoir fait du bon travail avec Mark. Oui, élever Evan seul aurait été difficile. La rencontre avec Gilles a été une réponse à mes prières. Que pouvons-nous faire pour vous? Gilles apporte du café et rejoint James. Ils passent beaucoup de temps à discuter. James informe Leslie sur les questions médicales et partage des histoires drôles sur Evan, comme la fois où il a mangé la nourriture du chat. En fait, ce n'était pas dangereux, juste un encas surprenant. Lorsqu'Evan s'est endormi,
Leslie a senti qu'il était temps de partir. Elle n'a pris que le dossier d'information, James ayant promis d'apporter des jouets et des vêtements le lendemain. Elle hésite à partir, tant elle se sent à l'aise. Ils ont continué à se voir de temps en temps. James et Jill ont même gardé Evan lorsque Leslie a recommencé à sortir avec quelqu'un. Ses expériences avec James et Cameron l'ont rendue plus perspicace à l'égard des hommes et plus méfiante à l'égard de la séduction. Aucun des hommes qu'elle a fréquentés pendant quelques années n'est devenu un candidat sérieux au mariage. L'opération chirurgicale se profile à l'horizon pour Evan. Il est enfin en âge de subir l'intervention destinée à fermer le trou dans son cœur. Les filles n'ont pas pu venir soutenir Leslie, Sarah avait ses propres problèmes de santé et elle ne voulait pas que Leslie s'inquiète à la fois pour elle et pour Evan. James et Jill ont proposé de l'accompagner à l'hôpital si elle en avait besoin. Leslie s'installe dans la salle d'attente, avec un mélange d'inquiétude et d'espoir. James arrive, portant 2 gros sacs de course. « Comment va-t-il, Leslie ? Il vient d'être opéré. J'attends des nouvelles une fois qu'il sera en salle de réveil. Et vous, comment tenez-vous le coup ? À peine. Ils disent que c'est une opération de routine, mais ils parlent ensuite des risques. Le perdre après tout ce que j'ai enduré pour qu'il revienne. Je ne peux pas le supporter. » Elle se rendit compte de ce qu'elle venait de dire. « Leslie, je n'ai pas pris cela comme une critique. Tu as été merveilleuse avec moi et Jill. En parlant d'elle, elle ne vit plus avec moi. Elle s'occupe de ses parents âgés. Mark est avec elle. Êtes-vous divorcés ? Oui. Mais c'était en quelque sorte prévu. Lorsque nous avons envisagé de nous occuper d'Evan, nous avons estimé que j'avais besoin d'une femme pour des raisons juridiques. Le mariage a contribué à l'adoption d'Evan et à l'assurance maladie. Jill était directrice de l'arc local. Elle est immédiatement tombée amoureuse d'Evan. Nous avons accepté de nous marier pour le bien d'Evan. Notre mariage était authentique. Elle s'est rendue compte qu'à un moment donné, j'aurais peut-être besoin de trouver quelqu'un plus proche de mon âge. Aider ses parents est devenu le bon moment pour se séparer. Il se peut que je sois bientôt de nouveau sur le marché. James, tu n'auras aucun mal à trouver quelqu'un. Tu as été un mari et un père fantastique. L'émotion monte en Leslie et elle change de sujet. Qu'y a-t-il dans ces sacs ? D'autres choses pour Evan ? Non, c'est pour toi. Leslie jette un coup d'œil dans les sacs, son incrédulité est évidente. Les albums photos. Tu avais juré qu'ils avaient disparu. Espèce de diable sournois. Mon Dieu. C'est la seule chose que j'ai juré de ne jamais te pardonner. Bon sang, il se peut que je finisse par t'aimer à nouveau, mais ne parie pas là-dessus. Les heures qui ont suivi ont été un mélange de rire et de larmes alors qu'ils passaient en revue les photos, évoquant un tourbillon de souvenirs. L'étreinte qu'ils ont partagée en apprenant qu'Evan se portait bien a été d'une profondeur inattendue et durable. Tous deux ont senti une étincelle se rallumer ce soir-là. James et Leslie ont entamé une relation. Au cours de l'année suivante, Leslie a dû faire face au décès de sa mère, et James a aidé Leslie et les filles à régler la succession. Tous les 4, avec un jeune garçon plein d'énergie, forment à nouveau un semblant de famille. Au cours d'une de leurs sorties, James et Leslie font l'amour pour la première fois depuis la grossesse d'Evan. Ce n'était pas une décision prise à l'avance, c'était juste le bon moment pour eux deux. Peu de temps après, James était impatient d'officialiser leur nouvelle relation. Prévu pour aller chercher Leslie à un rendez-vous spécial, James avait passé la journée avec Evan, prenant même le temps de choisir la bague de fiançailles 2.0. Evan s'est endormi dans la voiture, ce qui a incité James à arriver chez Leslie plus tôt que prévu. En arrêtant sa voiture avant d'entrer dans le complexe, Jack remarqua un véhicule étrange sur la place réservée aux invités dans l'abri de voiture de Leslie, et un curieux malaise s'installa dans son estomac tandis qu'il observait. Leslie. Qui pouvait bien frapper à la porte ? Probablement un autre gamin qui vend des cartes de réduction. Mais bon. Elle faillit s'évanouir en ouvrant la porte. Cameron, que diable fais-tu ici ? Je suis désolé de te surprendre. J'avais peur que tu ne me parles pas si tu savais que je venais. Ne t'inquiète pas, je ne suis pas là pour semer la zizanie. Je suis venu m'excuser. Il a fallu quelques autres femmes dans ma vie pour que je trouve celle qui m'a donné envie de changer. Elle m'a montré à quel point j'ai été un imbécile pendant la majeure partie de ma vie. Je suis en train de faire une tournée d'excuses. Tu es la première et la plus importante étape. Les larmes lui montent aux yeux. Leslie, j'ai eu tort de te mener en bateau et j'ai été tout à fait méprisable de m'éloigner de toi et de notre fils. Quand James est intervenu et m'a épargné des centaines de milliers de dollars de pension alimentaire, j'ai pensé que je m'en étais sorti en étant à nouveau un imbécile. Je le sais mieux maintenant. Leslie, avec mes excuses, voici un chèque de 100 000 $ pour ton fils. S'il vous plaît, prenez-le. C'est une partie cruciale de ma réparation. Cameron, tu seras toujours un abruti dans mon livre, mais je suppose que je peux te considérer comme un abruti en voie de guérison, au moins. Elle l'a serré dans ses bras. Où sont mes manières ? Tu es entré ? Votre nouvelle partenaire est dehors ? J'aimerais la rencontrer.
James et Evan seront bientôt à la maison si vous pouvez rester. Non, Emma m'attend à l'hôtel et je doute que James veuille me voir. De plus, j'ai peur de craquer si je vois Evan. Je vais juste partir et te souhaiter à toi et à ta famille une bonne continuation. Leslie l'a serré dans ses bras et l'a embrassé sous le porche, le remerciant à nouveau et lui disant au revoir. James a vu Cameron partir et Leslie l'embrasser et le serrer dans ses bras. Il réfléchit à ce qui avait pu se passer avant son arrivée inattendue à l'appartement de Leslie. Après le départ de Cameron et le retour de Leslie à l'intérieur, il est parti en voiture et a dit à Evan, qui dormait encore, « Eh bien, mon fils, j'ai toujours voulu t'emmener à Disney World. Nous n'avons rien de mieux à faire maintenant, alors nous y allons ce soir. D'abord, nous rendrons la bague au bijoutier, puis nous irons chercher de l'argent au distributeur et nous irons chercher quelques-unes de nos affaires chez moi. Nous serons en route pour Orlando dans quelques heures. Il n'y a plus que toi et moi maintenant, mon pote. »